Salut, bienvenue à ici London. L'après 19 décembre, laquelle a marqué la fin du mandat du chef de l'État Joseph Kabila, a coûté la vie à plus de 20 personnes à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi, Lagri, Grogne. Des protestations politiques, des arrestations aussi et politiques et un probable accord sous la conduite des évêques de la Senko. Peut-être il y aura aussi des contestataires civils et politiques. Nous recevons aujourd'hui Patrick Djembe, chairman de Rebuild the Congo Group. Il est aussi analyste politique, pasteur. Il va nous parler de cet accord, probable accord de la Senko et aussi les enjeux derrière la crise actuelle. Salut Patrick. Salut Junior. Peut-on croire à ces probables accords de la Senko? Je dirais c'est 50-50. C'est 50-50. Moi, personnellement, je ne pourrais pas croire en ça parce que je ne vois pas d'ailleurs même le président de la République accepter les termes de l'accord de la Senko, déjà. Si déjà une partie ne joue pas franc jeu, je ne pense pas que ça va aboutir. Deuxièmement, il y a des questions plus profondes que ça qu'on devrait poser. La première question, c'est qu'est-ce qui motive la Senko? Apparemment, c'est le souci de la paix. Préserver la paix sociale, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de morts comme ceux qu'on a eus. Mais j'ai comme l'impression que c'est plus des intérêts personnels de l'État du Vatican. Parce que derrière les évêques, vous allez voir quand ils sont en train de parler dans la salle là où il y a dans le centre interdiocésain de Kinshasa, derrière les évêques, vous avez les drapeaux de la République démocratique du Congo et le drapeau du Vatican. Donc, les évêques ne représentent pas seulement Dieu ou Jésus ou la bonne parole, mais c'est surtout l'État du Vatican, qui en tant qu'État a des intérêts. Quels sont les intérêts du Vatican? Il faudra peut-être questionner le concordat, ça veut dire l'accord politique qu'il y a entre le Vatican et les autres nations, y compris le Congo, pour voir qu'est-ce que le Congo leur garantit, à part la protection de leurs terres, parce qu'il faut bien savoir que l'Église catholique est propriétaire des terres, a des biens immobiliers au Congo, a beaucoup plus d'intérêts que ce qu'on pense. Eux aussi gagneraient qu'il y ait la paix. Est-ce qu'on n'est pas ici en train de voir un contrat entre le gouvernement et l'État du Vatican, où on leur céderait des concessions comme un peu le fameux accord de Mateba, de l'île de Mateba, que certains groupes liés au Vatican, les hospitaliers de Saint-Jean, voulaient signer avec des opposants. Donc il faudra remettre tous ces éléments-là pour pouvoir avoir des bonnes réponses. Mais selon mes informations, il n'y a pas que la Senko qui est derrière cet accord, il y a aussi l'Angola qui veut qu'il y ait la paix au Congo, sinon s'il y a le désordre au Congo, ça va déborder chez eux. Avant de continuer, sans pour autant t'interrompre, avant de continuer dans l'aspect d'autres pays, vous étiez en train de parler du Saint-Siège, le Vatican. Oui. Le chef de l'État était au Vatican, il est allé voir les papes. Donc Kabila serait la personne qui aurait demandé l'implication du Saint-Siège dans l'actuelle résolution de la crise? Je n'ai pas des éléments pour le dire, mais je sais seulement qu'il aurait demandé à ce que le Saint-Siège aide à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'il n'y ait pas de troubles. Mais est-ce qu'il a demandé à ce que le Saint-Siège puisse convoquer ces dialogues? Non, mais peut-être que certainement il a été soumis à des pressions qui font qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Parce qu'il y avait des négociations entre le gouvernement et le Saint-Siège concernant certains accords. Et il devait tout simplement accepter le concordat que l'Église fait signer à plusieurs pays. Et apparemment, ce n'était pas encore le cas jusqu'au moment où il a fait le voyage. Mais bon, comme je l'avais dit la fois dernière, il a été reçu dans la bibliothèque du Vatican. Donc, je ne pense même pas qu'on l'a vraiment traité comme il fallait. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est 50-50. Ça dépend de comment on le voit. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques dans ces discussions. Il y a beaucoup d'enjeux. Et il y a aussi le souci de l'Église qu'il y ait la paix. Parce que
chaque fois qu'il y a le trouble, il faut qu'on se le dise. C'est très souvent l'Église aussi qui est quand même, l'Église catholique, je veux dire, qui est souvent attaquée. Mais il faut se poser aussi d'autres questions. Pourquoi est-ce que l'Église, la SENCO, ne pose pas certains problèmes aussi? Pourquoi on ne pose pas le problème de tous ces prêtres-là qu'on tue dans le Sankuru, qu'on attaque, qu'on agresse dans le Kasaï? Pourquoi on ne parle pas des gens, des prêtres qui meurent à l'est du Congo? Pourquoi la SENCO n'est là que pour parler du pouvoir de Kabila? Pourquoi elle ne parle pas pour le peuple aussi? C'est comme ça qu'il y a des réactions comme la colère qu'il y a eu récemment dans le Bas-Congo. Je ne sais pas si c'était à Matadi ou à Boma. En tout cas, je crois que c'est l'une des deux villes où hier, il y a des gens qui sont allés brûler une église. Ils ont brûlé une église catholique parce qu'ils trouvent que l'église catholique est devenue partisane de la dictature. Et ça a toujours été le cas depuis le temps de la colonisation. Donc, avec la Conférence nationale souveraine, ils nous ont emmenés en bateau, comme on pourrait dire. Peut-être que l'histoire va se répéter. Peut-être qu'on aura besoin d'une autre alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Parlons de l'Angola. Où est l'Angola dans tout ça? L'Angola est un pays voisin qui est, selon ce que les gens disent, le plus grand canon militaire. C'est eux qui ont, en termes de logistique, l'armée la plus puissante en Afrique centrale. Et de l'Angola nous doit de l'argent, beaucoup d'argent. Ça fait près de 40 ans que l'Angola exploite notre pétrole sans que nous, les Congolais, ou l'État congolais, on puisse en bénéficier. Il y avait eu un accord récemment dont les discussions avaient commencé depuis le temps du gouvernement de King Wadondo. Et l'idée, c'était qu'on puisse finalement gérer notre pétrole dans ce qu'on appellerait en Angleterre un joint venture. Et l'Angola a été chargé de sécuriser la côte à cause des militaires rebelles contre lui. On parle des gens de Cabinda et tout ça. Et c'est comme ça que si vous allez actuellement au Congo, chez nous, vous allez voir que sur la route qui mène vers Tchéla, vous avez beaucoup de militaires angolais qui sont là-bas. C'était dans le cadre de l'accord. Stationnés les longs de frontières. Voilà, pour sécuriser la zone pétrolière. Et comme cela, bon, les investisseurs vont venir. L'investisseur ne vient pas là où il y a le désordre. Et bon, il y avait des pays qui s'étaient engagés, il y a des compagnies qui s'étaient engagées, comme Total et tout. Et bon, finalement, le président Kabila, dernièrement, avait décidé d'abandonner ces discussions. Il a trouvé que le Congo ne gagnait pas assez dans ces discussions, et que peut-être les Chinois allaient faire mieux que ça. Ça, c'est parmi des éléments dont les gens ne parlent pas. Mais l'autre réalité, c'est qu'en Angola, il n'y a pas vraiment d'argent actuellement. Les caisses ne sont pas aussi pleines qu'elles l'étaient. Et que, bon, l'Angola ne gagne pas vraiment pour le moment assez qu'elle soit dans une position où elle n'a pas d'autre choix que de s'engager militairement au Congo. Donc elle voudrait bien éviter ça. Et elle est aussi vraiment dans l'ombre en train de pousser pour cet accord de la SENCO. Et l'accord de Luanda, on a vu les discussions de Luanda et les représentants de l'Angola au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui étaient un peu critiques vis-à-vis de Kabila aussi. Oui, mais c'est la diplomatie. Tu ne sais jamais ce que les gens pensent vraiment. Mais au moins, c'est le signe qu'ils sont aussi sous pression des parrains occidentaux. Il ne faut pas oublier que ce sont des pays anglo-saxons, particulièrement l'Angleterre où on est, qui ont aidé l'Angola à en finir avec la rébellion de Savimbi. Donc, la présence anglo-saxonne est très forte et les anglo-saxons ne veulent pas de Kabila. Ils veulent que Kabila parte. Parlons, récemment, on a suivi les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de certains officiels congolais. Et puis, ça s'en est suivi aussi les sanctions américaines. Mais Obama part. Obama est partant. Et Trump qui arrive. Et tu penses que ça sera la même politique? Le président Kabila pense que ça va changer. Parce qu'il y a un peu cette pensée africaine chez la plupart des présidents africains qui disent que les républicains traitent toujours bien les présidents africains parce qu'ils sont moins interventionnistes. Ils seraient moins interventionnistes, pour le mettre dans un bon français.
Alors que dans la réalité, c'est vraiment pas ça. C'est pas aux étrangers de venir imposer ou soutenir ou chasser un dictateur. C'est la population. Chaque peuple a le droit de s'auto-gérer, de s'auto-déterminer. Si les Congolais descendent dans la rue et qu'ils disent qu'ils ne veulent pas du président, c'est pas Donald Trump qui va venir le sauver. Mais la réalité dans les faits, c'est que le président et son équipe, ils croient en ça. Ils ont même investi de l'argent avec des groupes de lobbying, dont le groupe BGR de l'ancien gouverneur de Mississippi, Haley Barbour, qui était aussi à un moment donné le président, le leader du Parti républicain à un moment donné. Donc il a des entrées et il pense que, bon, peut-être que ça pourra aider. Bon, c'est peut-être des réseaux que certaines personnes autour de Kabila lui ont mené. Certains rapports disent même qu'il y a un représentant de BGR qui a son bureau au Palais de la Nation. Voilà, il y a des rumeurs comme ça pour dire à quel point il compte vraiment sur ça. Et vous allez remarquer quelque chose. Le gouvernement de Badibanga a été annoncé seulement 1 heure du temps après que le collège électoral américain ait confirmé la victoire de Donald Trump. Parce qu'il se disait, bon, si maintenant le collège électoral disait que c'était Hillary qui a gagné, bon, le projet démocrate va continuer, selon la conception comme quoi ce sont les démocrates qui sont contre le président Kabila. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plus la population congolaise très paupérisée, qui ne se retrouve pas, dont le social n'a vraiment pas été pris en compte. C'est cette population qui veut la démocratie, qui veut l'alternance. C'est elle qui est en train de crier depuis des années. Je ne pense pas qu'au Congo, on a attendu l'élection d'Obama pour dire que Kabila n'est pas un bon gérant du pays, ou bien qu'il faut qu'il y ait le changement, ou que son équipe ne travaille pas bien. Je ne pense pas. Je pense que les gens commencent à le dire depuis très longtemps. Et puis quand on connaît la politique américaine, pour les gens qui l'ont même étudiée, ils savent que la politique extérieure américaine ne change pas vraiment beaucoup. Elle peut changer de forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, elle ne va pas changer. Le président Donald Trump sera et est le président des Américains. Il va travailler pour les intérêts des Américains. Et si l'intérêt de l'Amérique le dicte à ne pas soutenir un président en Afrique, un dictateur ou même un président élu, s'ils disent que bon, nous on ne vous soutient pas, ils vont suivre la politique selon leurs intérêts. Donc c'est fort probable que Donald Trump continue aussi avec la même politique d'Obama. Oui, parce que parmi les gens qui combattent le président Kabila au Sénat américain, ce sont plus des républicains, et l'un d'entre eux est même un ami personnel du président Donald Trump. Donc, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Les sanctions ont été votées en majorité même par les républicains. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne stratégie, la stratégie qu'ils ont prise, mais bon, c'est leur risque. Ils ont mis près d'1 million de dollars pour ça. Ils ont un contrat jusqu'à la prestation de serment de Donald Trump qui va peut-être renouveler avec BGR. Bon, les lobbyistes, ils sont là, c'est ça leur boulot. Ils font le boulot de vous vendre comme quoi on pourra faire votre promotion. C'est un business, ils se font de l'argent. Lambert Mende l'a souligné, hein, ça c'est le rôle du gouvernement de pouvoir améliorer l'image du pays. Pensez-vous que ces travail de lobbying a amélioré l'image du Congo à dehors du pays? Quelle est l'image qui doit être améliorée? C'est l'image de la population congolaise, l'image des institutions congolaises, l'image du chef de l'État. Moi, je crois que ces gens-là travaillent plus pour l'image du chef de l'État que l'image même de notre pays en tant que terre ou de la condition sociale des gens et la démocratisation. Qu'on se le dise, la vie a quand même des principes, la vie politique a des principes, et un des principes, c'est l'alternance, c'est la démocratie, c'est le respect des valeurs, des libertés individuelles. On ne peut pas arrêter un député, le bastonner et puis l'emmener alors qu'il est couvert de sang devant le tribunal, devant la Cour suprême et puis dire, bon, moi je suis un bon chef. Non, un bon chef, il ne fait pas ça. Et même si on donne des millions aux gens pour pouvoir vendre cette image, mais quelle est l'image que vous vendez? Vous vendez l'image d'un sanguinaire, vous vendez l'image d'un homme brutal et vous dites, bon, il est bon. À un moment donné, comme on dit en droit, les faits sont têtus. Les faits sont têtus, ce sont les faits qui déterminent ce qui doit être fait. Le monsieur de lobbying peut venir vendre l'image positive du chef de l'État, mais quand il le vend au gouvernement, par exemple, américain, mais ce gouvernement américain a un ambassadeur au Congo. Et ce gouvernement américain va demander des rapports à l'ambassadeur. L'ambassadeur lui donnera les vrais rapports qu'il y a on the ground, comme on dit.
Parlons de l'image, Patrick. On a vu le gouvernement Sami Badibanga a publié. Il a présenté d'ailleurs son programme devant les parlements. Mais au sein du gouvernement, on voit certains individus, certaines personnalités citées dans les malversations financières. C'est le cas de Willy Michiki en Belgique. Il y a même des cas privés, notamment Yves Kissobe, vice-ministre des Affaires étrangères, son frasque avec l'une des journalistes de TS1, je crois, à Kinshasa. Quelle est l'image actuelle? Quelle est l'effectivité même de ces gouvernements Badibanga? Bon, au Congo, d'abord, on a un problème même du fait qu'on n'en a pas seulement un seul gouvernement. Au Congo, vous avez le gouvernement que vous voyez là, et vous avez le gouvernement parallèle, qui est fait des conseillers du chef de l'État. Le ministre, par exemple, de la Justice, il ne va pas aller en encontre d'une injonction qui vient du conseiller des affaires juridiques au niveau de la présidence. Certains contrats même avec des partenaires étrangers sont d'abord avalisés au niveau de ces conseillers-là, au niveau du chef de l'État avant qu'on aille chez le gouvernement. Est-ce que ce gouvernement de 67 ministres va être à la hauteur des attentes? Je doute très fort, déjà parce qu'ils n'ont même pas vraiment le pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir la capacité de décider. Et ce que vous décidez, c'est ce qui se fait. Et vous devez être capable de décider sans que on puisse vous mettre les bâtons dans les roues dans votre décision, selon vos prérogatives. Est-ce qu'ils pourront le faire à 100%? Je doute fort. Déjà à cause du gouvernement de l'ombre. Et c'est comme ça que les dictatures fonctionnent. Et deuxièmement, il y a le problème de la qualité des gens. Bon, c'est les affaires privées que vous avez citées. Je n'aimerais pas vraiment commenter sur ça. Mais vous avez aussi des rôles qu'on a donnés aux gens qu'on ne comprend pas. Quand on crée, par exemple, pour le monsieur Azarias Rouberois, le poste de ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Bon, c'est bien, c'est un bon français, réforme institutionnelle. Mais c'est quoi la réforme institutionnelle? Il faudra bien qu'on vende ça bien à la population, qu'on nous explique c'est quoi la réforme institutionnelle. Parce que si ce n'est pas bien compris, moi ce que je comprends, c'est qu'on voudrait bien réformer les institutions du pays, les institutions actuelles du pays. On a quelles institutions? Président, Parlement, Cour suprême, Cour suprême de la justice, Cour constitutionnelle, le gouvernement. Et donc, si on doit les réformer, il faudra peut-être une nouvelle constitution pour la 4e République. Est-ce que M. Rouberois n'est pas là pour travailler, pour préparer le référendum, pour préparer la refonte des institutions actuelles? Est-ce que ce n'est pas ça sa mission? Si c'est ça sa mission, qu'on nous le dise clairement. Et si c'est cela sa mission, ça vide même tout le contenu de l'accord qui a créé le gouvernement. Parce que selon cet accord-là, il n'est pas question, bon, bien qu'on ne l'a pas clairement mentionné, mais il n'est pas question qu'on ait une 4e République. Est-ce que M. Rouberois n'est pas la pièce qu'on a mis dans le gouvernement pour préparer la 4e République? Voilà les genres de questions qu'on devrait quand même poser. Et puis bon, un gouvernement de 67 ministres, ça mange beaucoup, ça prend beaucoup d'argent. Avec le peu d'argent qu'on a, un pays comme le Congo avec un budget de 4 milliards, vous ajoutez le besoin pour les élections qui vont jusqu'à près de 2 milliards. Est-ce qu'on ne va pas faire un mandat de 5 ans, 6 ans comme ça, sans qu'on ait des élections? Les bonnes têtes, les gens qui réfléchissent se posent des bonnes questions. Et moi, j'ai comme l'impression que la majorité présidentielle a bien eu l'opposition. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de gagner dans leur jeu. Donc, ce gouvernement va préparer les élections, mais alors... Il est censé préparer. Les élections. Mais au même moment, il y a des tractations pour un accord politique qui peut-être pourrait être signé avant les festivités de Noël, avant Noël même. Mais qui va rester, qui va faire Sami Badibanga? Honorer encore notre gouvernement? Non, les prêtres sont dans une autre logique. Ils font cet accord qui ne sera pas peut-être enforceable, comme on va dire en anglais. Un accord qu'on ne pourra pas peut-être renforcer, dont l'applicabilité va rester vraiment sujette à beaucoup de révisions encore et de débats. Et ça va prendre beaucoup de temps. Je ne pense pas que s'il y a un accord aujourd'hui, alors qu'il y a déjà un gouvernement, ce gouvernement va être démissionnaire en 1 ou 2 semaines. Je ne pense pas. Je pense que
Il y a même d'ailleurs beaucoup plus de chances qu'au niveau de la majorité, on rejette cet accord, même après l'avoir signé. Kabila est spécialiste en ça. Donc c'est moins probable qu'il y ait les élections en 2017, selon les propositions des évêques de la Cinco, et même de la majorité apparemment. Non, il n'y aura pas d'élections en 2017. Et puis les élections, c'est ça qui va résoudre notre problème? Peut-être partiellement. Mais non, il faut pas que seulement qu'on ait des élections. Il faut qu'on ait des élections apaisées, des élections crédibles, des élections dans les normes. C'est ça le problème. Est-ce qu'on pourra avoir les élections dans les normes en 2017? C'est possible. Mais est-ce qu'il y a la volonté qu'on ait des élections en 2017? Ah, ça, je doute. Je ne crois pas. Parce que les autres, ils ont déjà un accord qui leur permet d'arriver jusqu'en 2018 et même de rallonger de 6 mois au cas où ils n'arrivaient pas à avoir ces élections en avril 2018. Donc, parlons même des enjeux, parce que vous avez évoqué les questions des enjeux au début de l'émission. Parlons des enjeux. Donc, les Congo est un terrain des enjeux qui vont au-delà même de cet accord actuel. Mais oui, le Congo c'est une compagnie dont les actionnaires sont multiples. Vous avez les peuples congolais, qui est aussi un des actionnaires, et vous avez des étrangers. Ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Mais la réalité actuelle, à l'instant où je parle, c'est que vous avez des actionnaires qui veulent protéger leurs actions, qui veulent protéger leurs investissements, entre guillemets, au Congo. Vous avez les Occidentaux, vous avez l'Église catholique, vous avez les pays voisins. Il y a des pays voisins qui mangent grâce à nous. J'ai donné le cas de l'Angola, qui s'est fait des milliards derrière le pétrole congolais. Je vous ai dit la fois dernière que j'étais un peu impliqué dans le pétrole. Vous avez aussi les pays habituels qu'on cite chaque fois au niveau de la partie orientale du pays. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que aussi longtemps qu'il n'y a pas un processus de réappropriation de tous ces processus, la politique, aussi longtemps que les opposants, particulièrement, et les gens de la société civile, vont mettre dans la tête de la population que ce sont les Occidentaux qui vont venir résoudre le problème. Et qui ne sont pas seulement des partenaires, parce que pour moi, ils sont seulement des partenaires. Mais on a mis dans la tête de la population que la solution, c'est les gens de l'extérieur. Et ceux de l'extérieur sont bien contents de prendre ce pouvoir-là et de nous diriger là où eux, ils veulent, selon leurs intérêts. Mais quand on voit tout ça, on parle des enjeux, on parle, le Vatican est impliqué, l'Angola est impliqué, et les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de certaines autorités congolaises, mais c'est la population qui en pâtisse. La population ne pâtit pas des sanctions, parce qu'on n'a pas fait des sanctions. Qui en pâtissent, qui en souffrent, en fait. Non, s'il y a des sanctions économiques contre le pays, ah oui, la population va en souffrir. Mais s'il n'y a que des sanctions individuelles, ciblées, on dit, monsieur Alpha, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas, monsieur Bravo, tu ne peux pas voyager, madame Delta, tu ne peux pas voyager. Il n'y a pas de problème au niveau national. Mais ces sanctions sont préludes aux sanctions, notamment économiques. L'Allemagne déjà a réduit son aide financière, on a suivi cette semaine. Son assistance financière, l'Allemagne vient de réduire. Non, l'Allemagne n'a pas réduit son assistance financière. Mon frère, on doit être très prudent parce que ces Occidentaux sont en train de nous blaguer. L'Allemagne a suspendu les discussions pour son aide. C'est tout simplement ça. En fait, c'est parce que dans la formule de notre pays, l'argent que le pays produit est utilisé pour des fins personnelles. Cet argent, par exemple, l'argent qu'on produit au niveau de l'OFIDA, au niveau des mining et tout, cet argent va dans la poche privée des gens qui nous dirigent, dans les poches privées des gens qui nous dirigent. Maintenant, on remplace dans le budget par l'argent de l'aide. C'est comme ça que notre pays est un pays qui dépend de l'aide. Ouais. Mais en réalité, avec ce que déjà le Congo produit, on n'a même pas besoin de cette aide-là pour s'en sortir. On peut se passer de l'aide de l'Allemagne et développer le Congo. Alors, s'ils suspendent leur aide et que le gouvernement décide enfin de ne plus être un gouvernement corrompu et de mettre vraiment l'argent là où il faut et de ne pas être d'un gouvernement commandeur, d'utiliser déjà ce que nous-mêmes on produit, vous allez être surpris de voir que ce refus de l'Allemagne de donner de l'argent risque de ne même pas avoir de l'impact sur l'économie du Congo. Quelle est la solution à la crise? La solution à la crise, elle est à 3 niveaux, selon mon approche. Premièrement, il faut la conscientisation de la population. La population, elle doit être conscientisée pour comprendre quels sont les enjeux véritables et se réapproprier le processus.
Parce que les politiciens sont très subtils dans leur jeu de reprendre à leur avantage les revendications valables de la population. Quand la population dit qu'elle a besoin de l'eau, elle a besoin de courant, elle a besoin de santé, elle a besoin de salaire, elle a besoin de ceci, donc élever leur niveau de vie, c'est un besoin normal. Les politiciens maintenant les revendiquent en leur nom pour à la fin ne pas leur donner cela mais devenir ministre. Voilà, parce que c'est ça le jeu politique au Congo. On n'a même pas vraiment beaucoup au niveau de l'opposition de politiciens crédibles. C'est ça, nous avons un sérieux problème de la qualité même des gens, des acteurs et du discours politique et du projet politique au niveau de l'opposition. Deuxième problème, c'est il faudra aussi faire comme eux. Ça veut dire, eux, ce qu'ils font, le pouvoir, ils utilisent la force. Il faut aussi peut-être penser à réfléchir comment est-ce que le peuple peut devenir une force populaire. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est ce qui commence même déjà à se passer sur le terrain. On voit la Loucha, on voit les Filimbi. Je parle pas, j'ai rien contre eux, je soutiens leur combat. Mais seulement quand vous voulez faire un mouvement comme la Loucha, il ne faut pas prendre l'argent des étrangers. Vous n'allez pas faire la lutte pour le changement étant financé par des Occidentaux et tout le monde le sait. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous allez dans le database de Open Society, qui est basé ici à London, de M. Soros par exemple, vous trouvez le nom de ces organisations-là par exemple, dans la liste des organisations que cette organisation finance. C'est prouvé. Bon, il ne les finance pas pour rien, il les finance quand même avec une idée. Voilà. Et puis c'est quelle finalité? Bon, on marche aujourd'hui, on marche demain, c'est bien, on met la pression, et puis après? Moi, je crois, et je l'ai dit la fois dernière, je le répète encore, c'est ma ferme conviction que les Occidentaux sont en train de jouer à un double jeu. D'un côté, ils soutiennent le changement, s'il arrive, ils vont le soutenir, mais de l'autre côté, ils sont aussi en train de peser le niveau de maturité politique des Congolais. S'ils n'ont pas atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir les soutenir à 100%, ils ne vont pas les soutenir à 100%. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour venir mourir pour nous au Congo. Il faut qu'il y ait des gens déterminés, des gens avec une vision claire, et des gens avec... parce que c'est bien de dire on veut changer le système, mais à la place, tu mets quoi? Avec une vision claire pour les 25 ans à venir, les 50 ans à venir. C'est ça qu'il nous faut. Pas seulement des réactions épidermiques où ce sont des effets de colère. Bon, on se lève, on dit on va aller casser l'ambassade. On casse l'ambassade et après on se lève, on dit bon, on va aller frapper le ministre là. On le prend au coin, on le tabasse bien. Et puis après. Donc à un moment donné, il faudra qu'on décide de faire vraiment de la politique et de la vraie politique. Il faut faire comme eux. Eux, ils ont des partenaires étrangers. Il faut aussi qu'on ait des partenaires étrangers, mais dans une relation égalitaire, de respect. Pas le genre de financement qu'on a toujours eu depuis le temps de Mobutu, où on finançait les opposants, les groupes, mouvements associatifs, pour en faire des garçons de course. Et ces gens qui sont des exécutants d'un schéma qu'ils n'ont pas inventé, à un moment donné, ils sont perdus. Parce qu'il suffit d'un coup de téléphone, on leur dit, bon, maintenant, vous n'allez plus suivre le schéma burkinabé, on veut vous amener au dialogue de la SENCO. Bon, ils doivent réadapter leur langage, parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur propre schéma. Il faut avoir son propre schéma. La solution au Congo, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge et avoir notre propre schéma. Et les Occidentaux et tous les pays voisins, et même Dieu, vont nous suivre. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Pensez-vous qu'il y a un politicien actuel pour relever les défis au Congo? Dans l'histoire de toutes les révolutions, c'est la masse qui produit les leaders. Arrêtons ça avec ces histoires de est-ce qu'il y a un politicien, c'est une manière de dire, est-ce qu'il y a un leader qu'on pourra suivre. Le rassemblement a montré ce qu'il peut faire et leurs limites. Il ne faut pas demander aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je ne suis pas membre du rassemblement, je ne les soutiens pas, je ne les combats pas non plus, je les observe. Je constate seulement qu'ils ont des limites. Parce qu'ils se sont mis derrière un leader, ce leader-là ne produit pas les résultats qu'il faut, il leur faut peut-être créer un autre leader. Nous, on n'est pas dans cette logique. Parce que pour suivre un leader, il faut que je m'assure qu'il n'est pas aveugle. Or, on a beaucoup de leaders aveugles. Il faut vraiment qu'on ne soit pas dans la situation de l'aveugle qui suit l'autre aveugle, comme j'aime bien toujours le dire. Non, c'est la masse qui va produire le leadership. Le leadership va sortir de la masse. Et c'est ça l'histoire des Jacobins, c'est ça l'histoire de Robespierre, c'est ça l'histoire de toutes les révolutions. On a besoin des vrais révolutionnaires. Chez nous, ce sont les opposants qui veulent devenir des révolutionnaires.
Je ne peux pas demander à M. Tshisekedi de faire la révolution à la Che Guevara ou à la Fidel Castro. Ce n'est pas dans son DNA politique. Dans son ADN politique, comme on va dire en français. Le monsieur, il est de la non-violence. C'est ça son école politique. Il ne faut pas s'attendre de lui qu'il vous mette dans la rue avec des armes ou bien, je ne sais pas, qu'il conduise une révolution à la prise de la Bastille, comme la population qui s'élève comme ça à la recherche de son pain et qui dit, allez, tous ces gens qui volent, on les chasse du pouvoir. Il ne pourra pas le faire. Il faut des gens qui sont façonnés et qui sont, si tu veux, construits pour ça. Et ça, c'est dans la masse qu'on peut les trouver. C'est dans la masse. Merci Patrick d'avoir répondu à l'invitation de Ici London. Merci beaucoup. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Et pour en savoir un peu plus sur nos précédentes émissions, vous pouvez aller sur notre page YouTube Media Praxis. Pendant ce temps, je vous dis joyeux Noël, Merry Christmas et on va se retrouver à la prochaine. Au revoir. Thank you.